Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de barils de pétrole sont raffinés quotidiennement. Un volume capable de remplir des milliers de piscines olympiques par heure. Mais parmi cette masse se trouve un pétrole que la plupart des raffineries redoutent. Le lourd brut mexicain Maya. Épais, noir, gorgé de soufre. Presque inutilisable pour les carburants modernes. Et c'est précisément ici, à Deer Park près de Houston, qu'on le casse, qu'on le purifie et qu'on le transforme en énergie pour tout un continent. Comment du quasi-mazout donne-t-il naissance à de l'essence? Et quel processus se cache derrière ces tours métalliques? Suivez-nous jusqu'au bout. Vous découvrirez ce dont même les ingénieurs ne parlent pas. Aujourd'hui, nous voici sur l'un des sites industriels les plus puissants d'Amérique du Nord, la raffinerie Deer Park. Ce complexe géant de raffinage pétrolier, situé près de Houston, a longtemps fonctionné dans le cadre d'un partenariat entre Pemex et Shell. C'est ici qu'arrive l'un des pétroles les plus difficiles à raffiner au monde, le brut lourd mexicain Maya crude. Noir, épais, visqueux, semblable à du mazout chauffé, il paraît presque inutilisable pour produire de l'essence. Pourtant, c'est ici même qu'on apprend à le rééduquer. De loin, la raffinerie ressemble à une ville de métal. Des dizaines de tours, de tuyaux, de réservoirs et de plateformes s'étendent sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Les colonnes de distillation les plus hautes atteignent environ 60 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages, rempli non d'appartements, mais de pétrole en ébullition. Tout autour règne le bruit incessant des pompes, la vapeur, l'odeur des hydrocarbures et la lueur des torchères où l'on brûle les gaz excédentaires. Tout commence avec l'arrivée du brut. Pétrolier ou pipeline, le Maya crude est acheminé jusqu'au site de la raffinerie. Il est stocké dans d'immenses réservoirs de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. C'est là qu'on le maintient au chaud et qu'on le prépare pour la première étape, la distillation atmosphérique. Le brut est pompé dans une colonne de grande hauteur et chauffé à une température d'environ 350 degrés Celsius. À l'intérieur, il commence à s'évaporer et les différentes fractions montent à des niveaux distincts. Les gaz légers et les composants de l'essence s'élèvent vers le haut. Les plus lourds restent en bas. C'est une séparation de base, mais pour un brut mexicain aussi lourd, ce n'est que le début du processus. Le problème principal du Maya crude, ce sont ses molécules. Elles sont longues, lourdes, complexes, riches en carbone et en soufre. Sous cette forme, elles brûlent mal et ne conviennent pas aux carburants modernes. D'où l'étape suivante, le craquage catalytique. Après la distillation primaire, les résidus sont dirigés vers des réacteurs spéciaux où s'opère le craquage des molécules. La température y atteint 500 degrés et la pression des dizaines de bars. À l'intérieur circule un catalyseur pulvérulent, semblable à du sable fin. Il est en mouvement constant avec les vapeurs de pétrole. Dans ces conditions, les longues chaînes d'hydrocarbures commencent à se fragmenter en chaînes plus courtes. Ce qui était un fioul lourd se transforme progressivement en composants d'essence, de gazole et de carburant aviation. Le processus est continu. Le catalyseur s'use, se régénère, se réactive et retourne dans le réacteur. Après le craquage, le carburant est loin d'être prêt. Le pétrole mexicain contient énormément de soufre. C'est précisément lui qui rend le carburant sale, toxique et nocif pour les moteurs comme pour l'environnement. L'étape clé suivante est donc l'hydrotraitement. Les flux de produits pétroliers sont dirigés vers de hauts réacteurs verticaux, où ils sont mélangés à de l'hydrogène pur. La température avoisine les 400 degrés. La pression dépasse 100 bars. Dans ces conditions, le soufre se sépare des hydrocarbures et se transforme en sulfure d'hydrogène. Celui-ci est capté, purifié, puis transformé en soufre technique. Ces réacteurs ressemblent à de gigantesques colonnes d'acier,
haute comme un immeuble de plusieurs étages. À l'intérieur, un système complexe de tuyaux, de catalyseurs et d'échangeurs thermiques. Tout fonctionne 24 heures sur 24, sans interruption, car même une courte pause signifierait des pertes se chiffrant en millions d'euros. Après purification, le carburant traverse encore plusieurs étapes. Stabilisation, filtration, mélange avec des additifs. Chaque type d'essence ou de gazole obéit à sa propre formule précise. Des systèmes informatiques contrôlent la composition du mélange, l'indice d'octane, la volatilité et la température d'inflammation, avec une précision à une fraction de pourcent près. C'est là que s'opère la métamorphose essentielle. Ce qui entre dans la raffinerie sous forme de liquide noir, visqueux et lourd, en ressort transparent, clair et volatile. Il s'enflamme facilement, brûle de façon homogène et répond aux normes environnementales européennes et américaines. Chaque jour, des centaines de milliers de barils de pétrole transitent par ce complexe. Cela représente des millions de litres de carburant qui partent ensuite par pipeline, train et camions-citernes à travers tout le continent. Chaque litre est le fruit de dizaines de réactions chimiques, de centaines de pompes et de milliers de capteurs. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est le contraste. À l'entrée, la raffinerie reçoit un produit qui ressemble à un problème. Épais, lourd, saturé d'impuretés. À la sortie, apparaît une ressource sans laquelle le monde moderne ne pourrait fonctionner. Autoroutes, lignes aériennes, logistique, villes. Tout commence ici, au milieu du métal, de la vapeur et de la haute pression. C'est précisément pourquoi Deer Park n'est pas une simple usine. C'est une immense fabrique de transformation, où l'ingénierie, la chimie et la rigueur modifient chaque jour les propriétés de la matière. Et chaque fois que vous faites le plein, quelque part au Texas, cette chaîne complexe a déjà œuvré pour transformer du pétrole brut mexicain en carburant léger, qui propulse votre avancée. Et pour faire avancer ma propre chaîne, j'ai besoin de votre abonnement. Le réseau mondial des raffineries pétrolières constitue l'un des plus vastes réseaux industriels de la planète. Au début des années 2020, plus de 700 grandes raffineries sont en activité dans le monde, avec une capacité cumulée dépassant 100 millions de barils par jour, soit environ 15 millions de tonnes de pétrole brut quotidiennement. Près de 20% de l'ensemble du raffinage revient aux États-Unis, qui demeure le premier centre mondial de raffinage pétrolier. En moyenne, une grande raffinerie moderne consomme entre 5 et 8% de sa propre production pour ses besoins internes. Fonctionnement des pompes, des compresseurs et des fours. Une telle installation peut utiliser une quantité d'électricité équivalente à celle d'une ville de plus de 100 000 habitants. La consommation d'eau est elle aussi colossale, de 2 à 5 barils d'eau pour chaque baril de pétrole raffiné. Les statistiques montrent qu'un baril de pétrole brut permet d'obtenir en moyenne environ 45% d'essence, 30% de diesel et de carburéacteurs. Le reste se répartissant entre fuel lourd, gaz et produits pétrochimiques. Le pétrole lourd, notamment mexicain, nécessite 30 à 40% d'énergie supplémentaire pour son raffinage par rapport au pétrole léger. Selon les organisations énergétiques internationales, les pays de l'OPEP exportent chaque année plus de 2 milliards de barils de pétrole brut destinés au raffinage dans des installations étrangères. Par ailleurs, plus de 60% des capacités mondiales de raffinage ont été construites après 1990, ce qui témoigne du renouvellement constant du secteur. Sur le plan financier, une grande raffinerie coûte en moyenne entre 5 et 10 milliards d'euros, avec un délai d'amortissement qui atteint 15 à 20 ans. Même un arrêt d'une journée d'une telle installation peut entraîner des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros et avoir un impact immédiat sur les prix des carburants dans toute une région.
Chaque année, le monde produit plus d'1 milliard 800 millions de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de ce métal devient l'ossature de bâtiments capables de défier les tremblements de terre. À Monterrey, au cœur sismique du Mexique, s'élève un géant de 305 mètres, les Torres Obispado. Et leur acier n'est pas seulement mis à l'épreuve par le poids de centaines de milliers de tonnes, mais aussi par la nature elle-même. Comment ce métal résiste-t-il aux secousses telluriques? Quelle technologie permet au gratte-ciel de ne pas plier? Restez avec nous, vous découvrirez le secret d'un acier que le monde cherche à copier, sans jamais y parvenir. L'acier est produit à Monterrey depuis le 19e siècle. Ternium est né de la légendaire ILSA, entreprise qui, dès 1957, breveta une méthode révolutionnaire de production de fer par réduction directe, le procédé HIRL. Le monde entier copia ensuite cette technologie. Aujourd'hui, Ternium produit plus de 14 millions de tonnes d'acier par an et approvisionne tout le continent américain. Lorsque les promoteurs ont imaginé construire le plus haut bâtiment d'Amérique latine, le choix du fournisseur d'acier ne s'est même pas posé. L'acier serait local, de Monterrey. Moins de logistique, moins de risques, contrôle qualité totale. Mais voilà le problème. Monterrey se trouve dans une zone sismiquement active. Le Mexique est un pays de tremblements de terre. Quand vous construisez à 305 mètres de hauteur, chaque secousse souterraine se transforme en mouvement de balancier au niveau des étages supérieurs. La physique est implacable. Plus l'édifice est haut, plus il oscille fortement sous l'effet de ces mêmes secousses. Pour Torres Obispado, les ingénieurs ont conçu un système structurel hybride. Un noyau en béton armé au centre assure la rigidité. Autour, un cadre périphérique à portique en acier, fait de colonnes et de poutres. Deux systèmes qui se complètent. Tandis que le noyau maintient la forme, le squelette d'acier extérieur absorbe et répartit l'énergie sismique sur toute la hauteur du bâtiment. Aux étages techniques, des amortisseurs visqueux supplémentaires, des absorbeurs hydrauliques, dissipent les oscillations dues au vent et aux secousses. Pour que tout cela fonctionne, il faut un acier de classe de résistance particulière. Et c'est là que Ternium entre en scène. Je pénètre dans l'atelier et la première chose que je ressens, c'est la chaleur. Même à 20 mètres des fours, la température se fait sentir sur la peau. Les fours à arc électrique de Ternium fondent ferraille et fer de réduction directe à plus de 1500 degrés Celsius. Ce n'est pas qu'une simple fusion, c'est de la chimie. L'ajout précis de manganèse, de vanadium, de molybdène dans des proportions déterminées confère à l'acier les propriétés requises. Pour les structures parasismiques, il ne suffit pas d'avoir de l'acier résistant. Il faut de l'acier résistant et ductile. La différence est capitale. L'acier fragile supporte la charge, mais dès qu'on dépasse la limite, il casse brutalement. L'acier ductile, sous la même charge, commence à se déformer en absorbant l'énergie, signalant le danger bien avant la rupture. C'est précisément cette propriété qui permet au bâtiment de survivre aux tremblements de terre sans s'effondrer. Après la fusion, le métal passe par une coulée continue. L'acier liquide se transforme en une brame compacte d'environ 220 mm d'épaisseur. Cette brame part au laminage à chaud. Je regarde le métal chauffé à blanc traverser les cylindres du laminoir, et à chaque passage, il devient plus fin, plus long, mais plus dense. La structure cristalline s'aligne dans le sens du laminage, créant cette fameuse fibrosité qui rend le métal forgé et laminé fondamentalement supérieur au métal coulé. Pour la Torres Obispado, on a fabriqué des poutres massives à larges ailes de classe de résistance à 572 grades 50 et supérieur. Un acier dont la limite d'élasticité atteint 345 mégapascales. Pour vous donner une idée, chaque centimètre carré de section de cette poutre supporte plus de 35 tonnes,
avant de commencer à se déformer. Les éléments les plus impressionnants de l'ossature sont les mégacolonnes de la base et des étages inférieurs. Ces structures portent toute la charge verticale du bâtiment, des centaines de milliers de tonnes. Leurs sections sont colossales. Certaines colonnes présentent une épaisseur de paroi supérieure à 50 mm. C'est un véritable mur d'acier monolithique, soudé en profilé fermé. Le soudage de telles sections relève d'un art à part entière. Au-delà de 40 mm d'épaisseur, un soudage classique génère des contraintes thermiques susceptibles de créer des micro-fissures. Ternium a mis en œuvre des procédures de soudage spéciales avec préchauffage, contrôle de la température entre les passes et refroidissement progressif. Chaque soudure était ensuite contrôlée par ultrasons. La moindre porosité ou fissure de plus de 3 mm entraînait une reprise. Vient maintenant le plus intéressant. Comment acheminer tout cela sur le chantier ? Certaines poutres mesuraient 15 à 12 mètres de long et pesaient 30 à 40 tonnes. Il fallait les transporter à travers le centre de Monterrey, une ville aux rues étroites héritée de l'époque coloniale. Pour le transport, on utilisait des plateformes surbaissées à direction multi-essieux. Ces remorques comptent de 12 à 24 roues, chaque essieu pivotant indépendamment, ce qui permet de négocier des virages impossibles pour un semi-remorque classique. Les convois circulaient exclusivement de nuit, entre 2 et 5 heures du matin. Une escorte policière bloquait les rues. Un ingénieur logisticien muni d'une tablette marchait en tête et vérifiait la hauteur de chaque passage supérieur. Certains itinéraires devaient être modifiés au dernier moment, à cause d'arbres, de lampadaires ou de caténaires oubliés dans les calculs. Un jour, une plateforme transportant une poutre de 14 mètres de long s'est retrouvée coincée dans un virage. La rue s'avérait 3 mètres trop courte pour le rayon de braquage calculé. La solution a nécessité 2 heures. On a démonté les barrières du trottoir, roulé sur le rebord, et mètre après mètre, avec des ajustements millimétriques de chaque essieu, on a fait passer la poutre à travers l'angle. Une dizaine de chaînes locales se sont déplacées pour le journal du matin. Pour que je passe aussi à la télévision, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Quand on regarde les Torres Obispado d'en bas, on voit ce que j'appellerais une forêt d'acier. Colonnes verticales, poutres horizontales, contreventements diagonaux, tout cela se fond en une grille métallique rythmée qui se dissout verticalement dans le ciel. Aux étages inférieurs, les colonnes sont les plus massives. C'est là que la charge est maximale. Plus haut, elles s'affinent. Les parois s'amincissent. Les sections se réduisent. Le bâtiment semble s'alléger à mesure qu'il s'élève. Le montage était assuré par une grue spécialisée dotée d'une flèche de 70 mètres de portée. Chaque poutre était tissée selon des calculs d'angle précis. Une verticale faussée au niveau du premier étage aurait entraîné des décalages de plusieurs centimètres au 20e. Les monteurs vérifiaient constamment les positions à l'aide de stations totales, des théodolites électroniques équipés de télémètres laser. La Torres Obispado n'est pas qu'un simple record de hauteur, c'est un symbole. Construite en acier de Monterrey, conçue par les architectes locaux de Posas Arquitectos, elle a donné à la ville une nouvelle identité. Monterrey, capitale industrielle du Mexique, possède désormais le plus haut gratte-ciel du continent. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle.
Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de super-alliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche, impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille.
La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cent. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable. Il existe un métal qui ne rouille pas, ne vieillit pas et ne disparaît jamais. Il attend, tout simplement. Il attend dans l'eau, dans l'air et même dans nos foyers. Et si je vous disais que ce métal a aidé l'humanité pendant des siècles à extraire l'or, soigner les dents et mesurer la température, tout en rendant lentement les gens fous et en décimant des villes entières. Le mercure, cet argent liquide, à l'apparence presque magique, cache l'un des secrets les plus dangereux de la chimie. On ne peut pas le détruire, on ne peut que le cacher.
Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez où l'humanité enfouit aujourd'hui le mercure pour toujours. Et pourquoi une seule erreur pourrait le ramener dans nos vies. L'histoire du mercure ne commence pas avec des gouttelettes brillantes, mais avec un minéral rouge vif, le cinabre. Pendant des millénaires, les hommes ont utilisé le cinabre comme pigment. Les anciens Chinois et Romains en tiraient une peinture appelée vermillon, dont ils ornaient temples et statues. Toutefois, l'extraction du cinabre s'accompagnait toujours de tragédies. Les ouvriers des mines souffraient de tremblements inexplicables, de délires et de morts prématurées. Le procédé d'obtention du mercure pur à partir du cinabre est assez simple. Le minéral est broyé, puis chauffé dans des fours spéciaux. À une température de 357 degrés Celsius, le mercure s'évapore, puis se condense sous forme de lourdes gouttelettes argentées. Cette simplicité d'obtention a fait du mercure une matière première accessible, mais extrêmement dangereuse. L'une des utilisations les plus massives du mercure dans l'histoire fut l'extraction de l'or et de l'argent. Le mercure possède une capacité unique, il mouille instantanément les autres métaux, les dissolvant en lui-même et créant des alliages appelés amalgames. À l'époque des ruées vers l'or, les chercheurs mélangèrent le minerai broyé avec du mercure. Le mercure, tel un aimant, extrayait les plus infimes particules d'or de la roche, formant une pâte épaisse. Pour obtenir de l'or pur, on chauffait simplement l'amalgame à feu ouvert. Le mercure s'évaporait directement dans l'air respiré par les hommes, et au fond restait l'or pur. Cette méthode, connue sous le nom d'amalgamation, a conduit à une pollution effroyable des rivières et des sols à travers le monde. Même aujourd'hui, dans la jungle amazonienne, des chercheurs d'or clandestins utilisent des tonnes de mercure, empoisonnant les écosystèmes pour des décennies à venir. Pendant longtemps, le mercure a été considéré comme irremplaçable dans la science et la vie quotidienne. Dans les thermomètres, le mercure se dilate uniformément lors du chauffage, ce qui en faisait un fluide idéal pour des instruments de mesure précis. Les interrupteurs au mercure fonctionnaient sans défaillance pendant des décennies, car le mercure liquide conduit parfaitement l'électricité et ne s'use pas. Les amalgames dentaires, mélange d'argent et de mercure, ont été la norme en dentisterie pendant plus d'un siècle en raison de leur résistance extraordinaire. Mais il y avait aussi un côté sombre. Au XIXe siècle, le mercure servait au traitement des fourrures pour la fabrication de chapeaux en feutre. Les artisans inhalaient constamment des vapeurs de mercure, ce qui attaquait leur système nerveux. C'est de là que vient l'expression « fou comme un chapelier », immortalisée par Lewis Carroll dans « Alice au pays des merveilles ». Les symptômes de l'intoxication, confusion mentale, perte de mémoire et tremblement, sont devenus une maladie professionnelle de branches entières. La principale perfidie du mercure réside dans sa capacité à s'accumuler dans les organismes vivants. Lorsque le mercure pénètre dans l'eau, des bactéries le transforment en méthylmercure, une forme organique extrêmement toxique. Celui-ci s'accumule dans le plancton, puis dans les petits poissons, et enfin dans les grands prédateurs comme le thon ou le requin. L'être humain qui consomme ces poissons reçoit une dose massive de toxines. L'exemple le plus terrible reste la tragédie de la ville japonaise de Minamata dans les années 1950, où une usine chimique déversait du mercure dans la baie. Des milliers de personnes sont mortes ou sont restées handicapées à cause de lésions cérébrales. Cet événement a donné son nom à la maladie de Minamata et a poussé le monde à envisager l'interdiction de ce métal. Aujourd'hui, la convention de Minamata, signée par plus de 140 pays, est en vigueur. Elle interdit la fabrication et l'exportation de thermomètres à mercure, d'appareils de mesure de la pression, de la plupart des types de lampes fluorescentes et l'utilisation du mercure dans de nombreux processus industriels.
Si un thermomètre à mercure se brise chez vous, c'est une petite catastrophe écologique à l'échelle d'une pièce. Le mercure se disperse en une myriade de minuscules billes qui roulent sous les plinthes et s'enfoncent dans les fibres des tapis. À 20 degrés, elles commencent à s'évaporer activement. Une seule petite bille de mercure peut contaminer l'air d'un espace clos pendant des mois. Les vapeurs de mercure n'ont ni odeur ni goût, ce qui en fait un tueur invisible. Comme on ne peut ni brûler ni dissoudre complètement le mercure, car c'est un élément chimique indestructible, la seule solution consiste à l'extraire totalement et à le confiner. Tout commence dans des usines spécialisées, où arrivent des millions de lampes fluorescentes usagées, de vieux appareils médicaux et des capteurs industriels. La première étape consiste en un broyage mécanique. Les lampes, par exemple, sont introduites dans un broyeur hermétique qui transforme le verre, les culots en aluminium et le revêtement de mercure en fines particules. Ce mélange ressemble à des déchets ordinaires, mais il est extrêmement toxique. Chaque tonne contient plusieurs kilogrammes de mercure. D'ailleurs, le mercure est incroyablement lourd. Une bouteille d'1 litre de mercure pèse plus de 13 kg. Si vous tentiez de soulever un seau de mercure, vous soulèveriez 136 kg, l'équivalent de 2 hommes adultes. Vient ensuite le procédé principal, la désorption thermique sous vide. Ce mélange est chargé dans d'immenses fours réacteurs en acier. La particularité réside justement dans le vide. En évacuant l'air, on abaisse la température d'ébullition du mercure. Les fours chauffent le mélange entre 300 et 400 degrés. Dans ces conditions, le mercure s'évapore intensément, se séparant des débris de verre et de métal. Le système sous vide aspire ces vapeurs toxiques, ne leur laissant aucune chance de s'échapper vers l'air de l'atelier. Le gaz mercuriel passe ensuite dans le système de condensation. Il s'agit de longs serpentins refroidis à basse température. Dès que la vapeur brûlante entre en contact avec les parois froides, elle redevient métal liquide. Des gouttelettes argentées s'écoulent dans des réservoirs spéciaux. Ce qui en ressort est du mercure recyclé pur. Toutefois, le monde renonçant progressivement à son utilisation, ce métal ne retourne plus dans les usines. L'ultime étape consiste en un emprisonnement éternel. On mélange le mercure liquide à des réactifs spécifiques, comme le soufre, pour le transformer en un composé solide et stable. Le sulfure de mercure, qui ne s'évapore pas et ne se dissout pas dans l'eau. Cette substance est scellée dans des conteneurs en acier à parois épaisses, recouverts d'une couche anti-corrosion. Ces conteneurs sont acheminés vers des sites de stockage souterrains, situés à plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans d'anciennes mines de sel abandonnées, ou des massifs granitiques. Là, dans une sécheresse absolue et sous surveillance électronique permanente, le mercure est conservé durant des décennies. C'est le seul moyen de garantir que cet argent liquide ne rejoindra jamais les nappes phréatiques et ne reviendra pas jusqu'à nous par le biais du poisson ou de l'eau potable. L'élimination est coûteuse et complexe, mais c'est le prix que l'humanité paie pour la sécurité des générations futures. Chaque année, des centaines de milliers de tonnes d'un métal sont produites dans le monde. Un métal qui ne brille jamais dans les vitrines et ne devient jamais symbole de luxe. Pourtant, sans lui, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Quel est donc ce matériau qui se cache à 2 km de profondeur, résiste à la température de la surface du Soleil et rend l'acier pratiquement indestructible? Pourquoi, pour quelques kilos de ce métal, transforme-t-on des tonnes de roches? Et pourquoi les nations investissent-elles des milliards de dollars dans des mines et des fours dignes de l'enfer? Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours du molybdène, du désert stérile jusqu'au cœur des réacteurs d'avion. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cet élément presque invisible contrôle la puissance de toute notre civilisation.
Le molybdène n'existe pas à l'état pur. Il se cache profondément dans la croûte terrestre, généralement associé au cuivre. Son extraction représente un défi que seuls quelques pays leaders peuvent relever. Le plus grand acteur sur ce marché est le Chili. C'est là, au cœur du désert aride d'Atacama, à plus de 2700 mètres d'altitude, que se trouve le légendaire gisement de Chuquicamata. Cette carrière gigantesque mesure près de 4 km de diamètre et 800 mètres de profondeur. Ici, le molybdène est extrait comme un précieux bonus du cuivre. Imaginez l'ampleur. Pour chaque tonne de minerai de cuivre, les métallurgistes n'obtiennent qu'environ 20 kg de concentré de molybdène. Pourtant, grâce aux volumes colossaux traités, le Chili assure près d'un tiers de la demande mondiale. Les États-Unis ne sont pas en reste grâce au gisement de Climax dans le Colorado. Cette véritable merveille géologique est exploitée depuis plus d'un siècle. La Chine et le Pérou accroissent également leur capacité, creusant des mines souterraines profondes et investissant des milliards de dollars dans l'automatisation pour extraire le métal depuis 2 km de profondeur. Le parcours du molybdène, d'un morceau de roche brute à un lingot étincelant, est un processus rigoureux et assourdissant. D'abord, d'immenses excavateurs chargent la roche dans des concasseurs, qui, dans un fracas inouï, brisent la pierre en fragments de la taille d'un poing. Ces éclats passent ensuite dans des broyeurs géants, des tambours d'acier de 9 mètres de long, remplis de lourdes billes métalliques. En tournant, les broyeurs transforment la pierre en une poudre extrêmement fine. L'étape suivante tient de la magie. C'est la flottation. On mélange la poudre avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans des cuves où l'on insuffle de l'air. Les bulles capturent les particules de molybdène et les portent à la surface sous forme d'une épaisse mousse grise, que l'on retire ensuite à l'aide de racloirs. Le concentré obtenu est séché dans des fours, donnant une poudre jaunâtre, le trioxyde de molybdène. Pour fondre le molybdène, on utilise des fours à arc électrique géants. Ce sont des structures massives à l'intérieur desquelles règne une atmosphère d'enfer incandescent. L'élément clé ici, ce sont les électrodes en graphite, des colonnes de carbone d'1 mètre d'épaisseur qui s'enfoncent dans la charge. Lorsqu'on y applique une tension colossale, un arc électrique aveuglant jaillit entre l'électrode et le métal. La température à l'épicentre de cet arc atteint près de 6000 degrés Celsius, une chaleur comparable seulement à celle qui règne à la surface du Soleil. Dans ce chaos de feu, au milieu du grondement incessant des décharges électriques et des nuages d'étincelles incandescentes, s'accomplit un mystère métallurgique. L'oxyde de molybdène se mêle au fer et, sous l'action du plasma, ils fusionnent en un bain monolithique. Le spectacle est fascinant. Le métal liquide bouillonne, comme la lave au cœur d'un volcan, et même les lunettes de protection les plus sombres des aciéristes ne suffisent pas à atténuer son éclat. Mais obtenir la fonte n'est que la moitié du chemin. L'étape suivante, le raffinage. Pour que l'acier futur soit irréprochable, l'alliage obtenu doit être débarrassé des moindres impuretés et des gaz susceptibles de le fragiliser. Pour ce faire, le ferromolybdène en fusion est traversé par un flux d'argon. Ce gaz inerte circule à travers la masse métallique en millions de bulles, emportant littéralement vers la surface tout ce qui est superflu. Ce procédé permet d'atteindre une pureté du produit tout à fait remarquable, 99,5%. À la sortie, on obtient un matériau d'une pureté parfaite, prêt à devenir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Une fois le raffinage achevé, le liquide argenté, presque blanc sous l'effet de la chaleur, est coulé dans des moules spéciaux. Après refroidissement, ils se transforment en briquettes lourdes et résistantes. Chaque briquette est un véritable trésor. Ce n'est pas simplement du métal, c'est l'énergie accumulée de milliers de kilowattheures et le travail de nombreux spécialistes. Ces briquettes sont emballées dans des fûts robustes
et partent pour un long voyage aux quatre coins du monde, vers les plus grandes aciéries d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Dans les aciéries, ces briquettes attendent leur mission finale. Dans les gigantesques convertisseurs où bouillonnent 200 tonnes de fonte en fusion, le ferromolybdène devient cet ingrédient secret. Dès que la briquette froide touche le métal liquide, elle se dissout instantanément, créant des liaisons carbure particulières au niveau moléculaire. Le molybdène agit comme une colle invisible et dans le même temps comme une armure. Il rend la structure de l'acier parfaitement homogène. Grâce au molybdène, l'acier acquiert une propriété unique. Il ne se fissure pas sous pression critique et ne ramollit pas lors de surchauffe. C'est précisément pour cette raison qu'on l'utilise dans la fabrication des aubes de turbines, des avions à réaction, qui fonctionnent dans la fournaise infernale du moteur, ou pour les trépans qui mordent dans la roche dure à des milliers de mètres de profondeur. Sans cet alliage, l'industrie pétrolière moderne, les vols spatiaux et même l'artillerie lourde seraient impossibles. L'ensemble de ce processus dure environ 1 an et demi. La production mondiale de molybdène se maintient à un niveau stable de 280 à 320 000 tonnes par an, avec une croissance prévue jusqu'à 350 000 tonnes d'ici 2030 en raison de la demande pour les technologies vertes. Le Chili est en tête avec 28 à 32%, suivi de la Chine avec 22 à 25%, soit environ 75 000 tonnes. Les États-Unis en extraient de 14 à 16%, ce qui représente environ 45 000 tonnes. Le Pérou détient de 9 à 11%. Le molybdène est plus résistant que le titane dans les alliages et supporte une température de fusion de 2623 degrés. Mais saviez-vous que le tungstène fait encore mieux ? Dites-nous si vous souhaitez une vidéo sur ce métal. Le nom molybdène vient du mot grec ancien molybdos, qui signifie plomb. Les Grecs de l'Antiquité furent les premiers à remarquer cet étrange minerai noir, qui ressemblait au plomb par son poids et son éclat, mais qui ne fondait pas comme un métal et ne convenait pas pour fabriquer des outils. Ils le confondaient avec le graphite. Les deux minéraux ont un éclat argenté, une structure feuilletée et une texture tendre, laissant une trace noire sur le papier ou la pierre. Les Grecs utilisaient la molybdénite comme minerai de plomb pour les peintures ou les onguents, mais ne reconnurent pas le métal. La première étude scientifique eut lieu au XVIIe siècle, lorsque le Suédois Johan Gmelin décrivit la molybdéna comme une substance distincte. En 1778, Carl Wilhelm Scheele extrait l'acide molybdique, et en 1781, Peter Yelm obtient le métal pur en fondant l'oxyde avec du charbon. La confusion avec le graphite persista. Le minerai fut même appelé graphite de molybdène. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le molybdène fut reconnu comme essentiel pour l'acier. Henri Bessemer l'ajouta dans ses convertisseurs pour la résistance. Chaque année dans le monde, des millions d'hectares de forêts disparaissent. Et le paradoxe, c'est que la majeure partie de ce bois ne devient jamais planche. Il se fissure, pourrit, se brise, finit au rebut. Mais si je vous disais qu'il existe un matériau plus résistant que le bois massif, créé littéralement à partir de ces débris, et capable de supporter le poids d'une voiture, cela ressemble à du chaos, mais à l'intérieur règne une logique d'ingénierie implacable. Pourquoi ce matériau soutient-il des maisons, défie-t-il l'humidité et révolutionne-t-il toute l'industrie de la construction? Et surtout, quel secret critique cache sa fabrication, dont presque personne ne parle? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez ce qui changera à jamais votre vision du bois. Commençons par les bases.
Pourquoi inventer quoi que ce soit quand on a du bois normal? Le problème, c'est que le bois naturel est un matériau capricieux. Il se dilate et se contracte selon l'humidité. Il se fissure en séchant. Il pourrit au contact de l'eau. Il contient des nœuds, qui sont autant de points faibles. Les fibres vont dans une seule direction, ce qui rend la planche solide dans le sens du fil, mais facile à casser en travers. Et puis, il faut bien 70 à 100 ans pour faire pousser un grand arbre, l'abattre, le sécher, le débiter. Tout cela prend du temps et coûte cher. D'où cette idée. Et si l'on prenait de petits morceaux de bois, qu'on les disposait d'une manière particulière et qu'on les collait sous pression et à température élevée? On obtient un matériau sans les défauts du bois naturel, mais avec tous ses avantages. Qui plus est, on peut utiliser les déchets de scierie, les essences à croissance rapide, voire les branches et le bois de faible diamètre qu'on brûlait autrefois ou laissait pourrir en forêt. Le panneau de lamelles orienté, c'est l'une des inventions les plus remarquables dans la transformation du bois. Visuellement, il évoque le chaos. Des milliers de longs copeaux minces dispersés dans toutes les directions et collés ensemble. Mais ce chaos est soigneusement organisé. Les copeaux sont disposés par couches et dans chaque couche, ils sont orientés dans une direction précise. Les couches extérieures présentent des copeaux qui suivent le sens longitudinal du panneau. Les couches intermédiaires vont en travers. C'est comme la fibre naturelle du bois, mais dans toutes les directions à la fois. La fabrication de ces panneaux commence avec des grumes, des troncs d'arbres, généralement des essences à croissance rapide, comme le pin ou le peuplier. Les grumes sont écorcées, puis acheminées vers des machines spéciales appelées stranders. Ces machines rabotent littéralement le bois, en longs copeaux fins de 7 à 15 cm de long, environ 2 cm et demi de large et moins d'1 mm d'épaisseur. On obtient ainsi de longues lamelles qui ressemblent à de grands flocons de céréales. Les copeaux frais contiennent beaucoup d'humidité, jusqu'à 50% d'eau en poids. Ils ne conviennent pas pour le collage, c'est pourquoi ils sont envoyés dans un séchoir, un immense tambour ou un convoyeur, où les copeaux sont soufflés à l'air chaud. L'humidité descend à 2,5%. Il est important de ne pas trop sécher, car des copeaux trop secs deviennent cassants et se collent mal. Vient ensuite le mélange avec la colle. On utilise des résines synthétiques spéciales, le plus souvent phénolformaldéhyde ou mélamine formaldéhyde. Cela peut sembler inquiétant, mais après polymérisation, ces substances deviennent inertes et sans danger. La résine représente environ 3 à 5% du poids des copeaux. La colle est pulvérisée sur les copeaux en fine brume dans d'immenses malaxeurs, où tout est intensément brassé pour que chaque copeau soit recouvert d'une couche uniforme. Vient maintenant le moment le plus intéressant, la formation du tapis. Les copeaux encollés sont acheminés sur un convoyeur à travers des orienteurs spéciaux, des dispositifs qui alignent les copeaux dans la direction souhaitée. D'abord, on dispose la couche inférieure avec les copeaux dans le sens de la longueur, puis la couche centrale avec les copeaux transversaux, puis la couche supérieure à nouveau dans le sens de la longueur. On obtient un tapis moelleux d'environ 20 cm d'épaisseur, qui ne ressemble pas encore du tout à un panneau dense. Ce tapis passe ensuite dans une prépresse, qui le comprime légèrement et évacue l'air excédentaire. Et puis vient l'événement principal, la presse à chaud. C'est une machine colossale, dotée de 2 plateaux métalliques. Le tapis passe entre ces plaques et on le comprime avec une force colossale. Sous cette pression et cette température, une transformation s'opère. L'épaisseur diminue de 5 à 6 fois. Les copeaux se compressent si étroitement qu'il ne reste presque plus d'air entre eux. La colle se ramollit, s'infiltre dans toutes les fissures, enrobe chaque copeau. Et surtout,
une réaction chimique de polymérisation commence. Les molécules de résine se lient en longues chaînes, créant de solides liaisons entre les copeaux. Tout le processus de pressage prend de 3 à 5 minutes. Pendant ce temps, la température à l'intérieur du panneau atteint environ 300 degrés. La colle polymérise complètement et les copeaux se soudent définitivement en une structure monolithique. Lorsque la presse s'ouvre, il en sort un panneau brûlant. Mais ce n'est pas terminé. Le panneau brûlant doit être refroidi, sinon il risque de se déformer. On l'empile pendant plusieurs heures ou on le soumet à un flux d'air dans des refroidisseurs spéciaux. Ensuite, on découpe les bords, toujours irréguliers. On ponce la surface si nécessaire et on débite en panneau standard que vous trouvez en magasin. Quel est le résultat? Un panneau qui n'a pas de sens du fil, car les copeaux sont orientés dans toutes les directions. Il est aussi résistant dans la longueur que dans la largeur. Il ne se fissure pas et ne se délamine pas comme une planche ordinaire. Il ne se voile pas à l'humidité, car les tensions internes sont réparties uniformément. Et tout cela en valorisant des bois de faible diamètre et des déchets qui n'auraient jamais donné une planche de qualité. Une dalle de 2 cm d'épaisseur peut supporter une charge de près de 10 000 kg par mètre carré sans fléchir. Cela signifie qu'on pourrait y garer une voiture et elle tiendrait bon. C'est précisément pour cette raison que ces dalles servent au revêtement des maisons à ossature, des planchers, des toitures. Elles maintiennent toute la structure. Passons maintenant au contreplaqué, la grande sœur des bois composites. La technologie du contreplaqué existe depuis plus d'un siècle, mais elle ne cesse d'évoluer. Le principe fondamental, de fines feuilles de bois, des plaquages, sont collées de manière à ce que les fibres de chaque couche successive soient perpendiculaires à la précédente. La fabrication du contreplaqué commence par des grumes de haute qualité, bouleau, pin, aulne. Les grumes sont nettoyées, puis étuvées dans l'eau chaude ou à la vapeur pendant plusieurs heures. Cette opération assouplit le bois et le rend malléable. Ensuite, la bille est placée sur une machine spéciale, une dérouleuse, qui fait tourner le tronc, tandis qu'un couteau découpe une feuille continue de plaquage d'1 à 3 mm d'épaisseur. Cette bande est découpée en feuilles de la taille souhaitée, puis séchée dans des séchoirs spéciaux à une température d'environ 300 degrés pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'humidité descende à 6-8%. Les feuilles de plaquage sont ensuite triées selon leur qualité. Les meilleures, sans nœuds ni fissures, sont destinées aux couches extérieures, où elles seront visibles. Les moins bonnes, présentant de légers défauts, serviront aux couches intérieures. Chaque feuille est enduite de colle, généralement une résine urée-formaldéhyde pour les travaux d'intérieur, ou phénol-formaldéhyde pour le contreplaqué résistant à l'humidité. Les feuilles sont empilées les unes sur les autres, perpendiculairement. Si les fibres de la première feuille sont verticales, celles de la deuxième seront horizontales, puis à nouveau verticales pour la troisième. Le contreplaqué compte généralement 5, 7 ou 9 couches, toujours un nombre impair, afin que la structure soit symétrique et ne se déforme pas. Et ensuite, tout se passe comme pour le panneau. Chaque année, des milliers de tonnes de chaînes d'ancrage sont fabriquées dans le monde. Ces géants d'acier dont dépend littéralement le destin des supertankers et porte-avions. Mais que diriez-vous si je vous affirmais qu'un seul maillon de cette chaîne peut peser plus lourd que 3 adultes réunis et résister à des charges de milliers de tonnes en pleine tempête? Pourquoi les navires modernes nécessitent-ils des chaînes 3 fois plus imposantes qu'à l'époque du Titanic? Et quel minuscule détail à l'intérieur du maillon détermine si le navire restera à l'ancre ou dérivera en pleine mer? La plupart des gens ne remarquent jamais cet élément. Pourtant, c'est lui qui sauve la flotte dans les pires moments. Restez avec nous,
et vous découvrirez un fait sur ces chaînes qui transformera complètement votre vision de la sécurité maritime. Les chaînes d'ancrage des supertankers et porte-avions modernes impressionnent par leur dimension. Le poids d'un seul maillon peut atteindre 250 kg, environ le poids de 3 hommes adultes réunis. À titre de comparaison, le légendaire Titanic, qui appareilla pour son unique voyage en 1912, possédait des chaînes dont les maillons pesaient environ 80 kg. En un siècle, la taille des navires et de leur système d'ancrage a triplé. C'est une réponse aux nouveaux défis. Les pétroliers modernes atteignent 400 mètres de long et pèsent des centaines de milliers de tonnes à pleine charge. Les porte-avions de classe Nimitz pèsent près de 100 000 tonnes. Maintenir de tels géants en place exige des chaînes d'une résistance hors du commun. La fabrication d'une chaîne d'ancre est un art à part entière, qui conjugue le feu, la force et la précision. Le processus débute avec une barre d'acier chauffé à blanc d'environ 160 mm de diamètre pour les plus grands navires. Cette barre est portée au four à une température de 1300 degrés Celsius, jusqu'à ce que le métal devienne rouge vif et malléable. Lorsque l'acier atteint la température requise, le façonnage commence. Des machines hydrauliques ou pneumatiques spéciales saisissent la barre incandescente et la cintrent en ovale. Ce n'est pas un processus rapide. Chaque mouvement doit être maîtrisé pour que le métal ne se fissure pas et conserve sa structure interne. Les maîtres le savent, cintrer trop vite et la barre se brise, trop lentement et elle refroidit, devenant fragile. Lorsque l'ovale est formé, ses extrémités restent ouvertes. C'est un moment critique. Le maillon chauffé est glissé à travers un maillon déjà achevé et fermé de la chaîne. On crée ainsi une liaison indissoluble. Chaque maillon passe physiquement à travers le suivant, comme les anneaux d'une cotte de mailles ancienne. Vient alors l'étape la plus délicate, refermer le maillon sans compromettre sa résistance. Plusieurs technologies existent. La traditionnelle, le forgage par résistance électrique, soude les deux extrémités sous une pression considérable. La plus moderne, le soudage par étincelage, chauffe les extrémités par une puissante décharge électrique jusqu'au point de fusion, puis les assemble instantanément sous une pression de plusieurs tonnes. Le point de jonction est le maillon le plus vulnérable de la chaîne. C'est là que l'acier a subi les contraintes thermiques et mécaniques les plus importantes. C'est pourquoi, après le soudage, le maillon est à nouveau chauffé et forgé sous un puissant marteau pesant plusieurs tonnes. Chaque coup de marteau compacte le métal, uniformise sa structure, élimine les micropores invisibles qui pourraient devenir des points de rupture futurs. Le processus rappelle la façon dont les forgerons médiévaux martelèrent leurs lames d'épées à maintes reprises, à ceci près que l'échelle est tout autre. Le marteau tombe d'une hauteur de plusieurs mètres, créant un impact de plusieurs dizaines de tonnes. L'acier incandescent étincelle sous les coups, acquérant progressivement une densité et une forme parfaite. Après le forgeage, l'ensemble de la chaîne subit un traitement thermique, une chauffe et un refroidissement contrôlé, qui confèrent à l'acier une combinaison optimale de dureté et de résilience. C'est un processus délicat. Si le refroidissement est trop rapide, l'acier devient cassant et risque de se fissurer sous charge. S'il est trop lent, il sera mou et se déformera.
Les chaînes forgées possèdent un avantage unique sur celles moulées ou fabriquées par d'autres méthodes. Lorsque l'acier se déforme sous pression, sa structure cristalline s'aligne le long des lignes de contrainte, créant une texture fibreuse, semblable aux fibres du bois. Cette orientation rend le métal forgé nettement plus résistant dans la direction où il subira la charge principale en service. Aucune chaîne ne part à bord sans avoir subi des essais rigoureux. D'abord, l'inspection visuelle. Chaque maillon est examiné pour déceler fissures, irrégularités, défauts de soudure. Ensuite, le balayage par ultrasons révèle les porosités internes et les micro-fissures invisibles à l'œil nu. Les rayons X contrôlent la qualité des assemblages soudés. Mais l'épreuve la plus décisive reste le test mécanique. Des sections de chaîne sont fixées dans des bancs d'essai hydrauliques et soumises à une charge dépassant de 1,5 fois à 2 fois la charge de service. Si la chaîne résiste sans déformation, elle est validée. Si un seul maillon manifeste une faiblesse, toute la section repart en refonte. Pour les plus grandes chaînes, ces essais atteignent des proportions impressionnantes. Imaginez une machine tirant une chaîne avec une force de plusieurs centaines de tonnes. C'est comme suspendre des dizaines de poids lourds à un seul maillon. Le métal gémit, s'étire, mais ne doit jamais céder. Les plus grandes chaînes d'ancrage ont un diamètre de tige compris entre 150 et 170 mm. C'est plus épais qu'un bras humain. Chaque maillon mesure environ 1 mètre de long et son poids, comme nous l'avons déjà mentionné, peut atteindre 250 kg. Pourquoi de telles dimensions? La réponse est simple, la résistance. Une seule chaîne de porte-avions doit supporter une charge de milliers de tonnes. Ce n'est pas une exagération. Lorsqu'un navire de 100 000 tonnes mouille par gros temps, la force du vent et des vagues génère d'énormes contraintes dynamiques. La chaîne ne doit pas simplement retenir le navire, elle doit absorber ces chocs, s'étirer et se comprimer, fonctionnant comme un énorme amortisseur. La longueur de la chaîne est tout aussi cruciale. Pour les grands navires, elle peut atteindre des centaines de mètres. Un porte-avions américain de classe Nimitz possède des chaînes de 120 mm de calibre, et chaque maillon pèse 163 kg. La longueur totale de chaîne à bord peut dépasser 500 mètres. Et le poids total de toutes les chaînes, plus de 200 tonnes. Si l'on examine attentivement les chaînes d'ancrage professionnelles, on remarque un détail intéressant. À l'intérieur de chaque maillon se trouve une entretoise transversale, le stud. Ce petit élément, en apparence, joue un rôle considérable. L'entretoise empêche les maillons de se déformer sous la charge, de se tordre ou de se replier en accordéon. Sans entretoise, la chaîne soumise à une forte pression risquerait de se déformer. Les maillons s'emboîteraient les uns dans les autres et toute la structure perdrait sa résistance. L'entretoise est soudée ou forgée à l'intérieur du maillon lors de sa fabrication et devient partie intégrante de celui-ci. Pour les plus grands maillons, cette entretoise peut peser à elle seule entre 20 et 30 kg. Créer la chaîne n'est que la moitié du travail. Il faut encore la protéger contre l'ennemi principal de toutes les structures métalliques en mer, la corrosion. L'eau salée, particulièrement sous les tropiques, est extrêmement agressive. Sans protection, même l'acier le plus résistant commencera à rouiller en quelques mois. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. La chaîne terminée est plongée dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés Celsius. Le zinc recouvre chaque centimètre de surface d'une couche épaisse qui agit comme une anode sacrificielle. Il s'oxyde à la place de l'acier, protégeant ainsi le métal de base.